Bienvenue à cette conférence où nous allons évoquer le microbiote, donc à la poursuite de l'immunité intestinale. Le nombre de micro-organismes qui composent notre tube digestif est comparable au nombre de cellules qui composent notre corps. Donc c'est dire l'importance du microbiote et son rôle dans la préservation du système immunitaire. Autant de questions que nous allons avoir le plaisir d'aborder avec nos invités. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir le professeur Laurent Alric, qui exerce au pôle hospitalo-universitaire des maladies digestives, médecine interne immunologie clinique au CHU Rangueil à Toulouse. Bonjour professeur. Également Nadine Serre-Bensoussan, pédiatre, immunologiste, directrice de recherche INSERM, responsable du laboratoire immunité intestinale à l'Institut Imagine à Paris. Et vous êtes également Grand Prix INSERM 2023. Je vous prie de prendre place. Et également Sylvie Claesson, que nous accueillons, qui est chercheur INSERM à l'Institut Génomique Fonctionnel et membre du grand programme transversal microbiote de l'INSERM. Bonjour madame, et pour animer les échanges, Olivier Hertel, journaliste santé au point. Olivier, je te laisse animer cette conférence tout à fait passionnante où nous allons apprendre comment renforcer notre immunité grâce au microbiote. Bonjour à tous. Oui, ça marche. Voilà. Donc c'est un sujet très riche. Le microbiote, c'est un sujet qui passionne beaucoup de monde. Donc on va attaquer tout de suite et peut-être par des généralités pour qu'on comprenne et qu'on sache bien ce que c'est que le microbiote. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Donc on peut commencer par ça, peut-être Nadine, si vous avez. Oui. Donc je mets ça bien en dessous. Comme ça, voilà. Bon, bonjour à tous, oui. Alors, je pense que peut-être ce qui est important de rappeler, c'est qu'on vit dans un monde dominé par les microbes. Plus de 90% de la masse vivante sur Terre est faite de microbes, des bactéries, mais aussi des virus, bien sûr. Et ces microbes se sont installés sur tous les écosystèmes possibles sur Terre. Ils se sont installés aussi sur les interfaces des organismes complexes avec l'environnement. Et ils se sont installés notamment dans la partie distale de notre intestin, qui est souvent considéré comme l'écosystème sur Terre le plus densément peuplé en microbes et notamment en bactéries. Et on l'a dit, on l'a juste entendu, 10 puissance 13 bactéries, pratiquement autant de bactéries que de cellules dans le corps humain. Donc on peut mettre peut-être la première diapositive où justement on voit en fait l'importance du microbiote chez son hôte. Donc le microbiote, c'est pas que l'intestin. Le microbiote, c'est pas que l'intestin. On a des microbiotes sur toutes nos surfaces, donc sur la peau, sur la sphère oropharyngée, un petit peu dans le poumon, dans le vagin, bien sûr. Mais le microbiote intestinal, par sa complexité et par le nombre de bactéries, est celui qui est le plus important et celui qui a une importance déterminante sur notre physiologie et puis sur un certain nombre de pathologies. Oui, Laurent, peut-être. Alors, on parle toujours de microbiote bactérien, mais il faut quand même prendre en compte qu'il y a aussi des virus, des champignons et tout un tas d'autres micro-organismes. On connaît mieux le microbiote bactérien que les autres organismes comme les virus ou les parasites, mais ils sont aussi importants. Voilà, c'est un ensemble très complexe, en fait, avec des interactions très complexes. Donc, le microbiote, c'est pas que dans l'intestin, c'est aussi sur la peau, c'est un petit peu partout, et dans un environnement, lui aussi, fait de microbes. Donc, on a un peu l'impression d'être des intrus dans ce monde de microbes, non? Je sais pas le... Non, je pense qu'on a appris au cours de notre très longue coévolution avec les microbes à vivre avec et même à s'utiliser les uns les autres. Et finalement, c'est un peu pour ça qu'on a utilisé ce terme de le microbiote et son hôte, un super-organisme, en tout cas certainement un compromis évolutif. Et ce microbiote a appris à vivre dans notre intestin, à nous utiliser. Et nous, on a appris aussi à l'utiliser à notre profit. Et donc ce microbiote a une influence locale, c'est ce qu'on voit sur cette diapositive avec le rond qui figure l'intestin. Et donc il y a des interactions très étroites avec l'écosystème intestinal. Et puis ce microbiote est en fait une usine à fabriquer des produits solubles qu'on appelle dans notre jargon des métabolites qui peuvent franchir la barrière intestinale et à travers le sang aller se diffuser à tout l'organisme. Et donc ce microbiote, à travers ces métabolites qui représentent à peu près
40 à 50%, semble-t-il, des métabolites qui circulent dans le sang vont aller influer, bien sûr, sur notre système immunitaire à distance de l'intestin. Il influe localement sur notre système immunitaire, bien sûr, qui est très riche dans l'intestin, et puis, bien sûr, sur le cœur, le foie, le rein, et notre cerveau, on pourra en reparler. Alors voilà, ça nous fait une très bonne transition justement pour l'influence du microbiote. Donc on a souvent tendance à penser que le microbiote, c'est d'abord l'intestin. En fait, pas du tout. Vous l'avez dit, le microbiote produit des petites molécules qui vont qui vont diffuser dans le sang et qui du coup vont toucher absolument tous les organes. Donc l'influence du microbiote, peut-être on va parler du cerveau aussi, juste avant, mais peut-être déjà au niveau local, l'influence est assez importante. On voit même des morceaux de bactéries ou d'ARN qui circulent, qui sont d'origine bactérienne dans le sang, et donc qui témoignent que, effectivement, notamment pour les vaisseaux, il peut y avoir une influence de bactéries circulantes alors qu'on n'a pas d'infection et qui sont associées, par exemple, au syndrome métabolique, l'obésité, le diabète. D'accord. Donc c'est pas que des molécules produites par les micro-organismes, ça peut être aussi des bouts de ces micro-organismes qui diffusent. Tout à fait, ça peut être comme Laurent l'a dit, des protéines bactériennes, des protéines de l'enveloppe de la paroi bactérienne, comme des lipopolysaccharides qui vont se retrouver dans le sang. Et donc, à partir du moment où ça va dans le sang, ça peut atteindre le cerveau. Et c'est là où, même s'il y a une barrière, normalement, il y a une barrière au niveau de l'intestin, et il y a également une barrière au niveau du cerveau, mais ces barrières, elles peuvent être dynamiques et elles peuvent être modulées par la composition du microbiote, notamment la barrière intestinale va être très sensible à la composition du microbiote. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, là on se rend bien compte à quel point le microbiote a une importance considérable dans l'organisme, c'est-à-dire qu'il est vraiment une influence partout. C'est-à-dire que le fait de pouvoir envoyer des messagers d'une certaine manière dans le sang, il va pouvoir toucher à peu près tous les organes. Alors on peut peut-être revenir justement sur le cerveau, l'influence elle est considérable. Et d'ailleurs je crois que vous disiez tout à l'heure Nadine, si vous devez recommencer votre carrière de chercheuse, ça serait peut-être le sujet que vous iriez explorer. Je m'intéresserai probablement à la neuroimmunologie parce qu'il y a des liens extrêmement forts entre système immunitaire, système nerveux. Et effectivement, ces liens sont particulièrement forts entre l'intestin et le cerveau à travers effectivement des produits solubles produits par les bactéries, mais aussi des échanges au niveau de l'intestin avec probablement le réseau neuronal très riche qui est dans l'intestin. Peut-être que je vais laisser Sylvie, qui connaît très bien ce sujet. Cet axe intestin-cerveau, c'est un domaine de recherche aujourd'hui en pleine explosion, on va dire, qui explose. Oui, alors c'est vrai que quand on pense au microbiote, on pense de suite au microbiote intestinal et à toutes les pathologies, on y reviendra tout à l'heure, qui y sont liées. Penser au cerveau, ça peut paraître beaucoup plus loin, et donc on a un peu de retard, je dirais, au niveau des maladies neurologiques à s'intéresser au microbiote, mais en fait, il y a vraiment une communication entre l'intestin et le cerveau qui repose beaucoup sur le nerf vague, donc le nerf le plus long du corps humain. Et en fait, le microbiote, les microbes, par les métabolites qu'ils produisent, vont induire un tonus au niveau du nerf vague, ce qu'on appelle le tonus vagal. Et donc, en fait, les métabolites produits agiraient sur des récepteurs au niveau du nerf vague pour maintenir cette communication. Et donc, dès qu'il y a un déséquilibre dans la composition du microbiote, un déséquilibre dans la production des métabolites, il y a aussi des répercussions sur les signaux qui sont envoyés au cerveau. Et ça peut ensuite engendrer des pathologies. C'est étonnant parce qu'on ne s'attend pas à une telle influence, surtout sur des maladies, quand on parle de maladies d'Alzheimer, sur des maladies neurodégénératives, on ne s'attend pas à ce qu'il puisse y avoir une influence. Bon, on y reviendra tout à l'heure, et je veux bien qu'on montre la prochaine diapositive sur laquelle on voit justement, alors non, celle juste avant, voilà celle-ci. Où là on voit, en fait, on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas tout seul dans notre environnement, et cet environnement, il peut avoir une influence considérable sur le microbiote. Voilà, donc on a effectivement appris à vivre depuis des millénaires avec notre microbiote, on a coévolué avec lui, donc on s'est adapté l'un à l'autre pour optimiser chacun les interactions qu'on pouvait avoir les uns avec les autres. Néanmoins, ce microbiote est fait en particulier de bactéries qui se répliquent extrêmement vite et qui donc sont capables de s'adapter extrêmement vite au changement de leur environnement.
Et notre environnement a changé considérablement au cours des 50 à 60 dernières années avec l'industrialisation. Et ce microbiote, finalement, est en train d'intégrer ou intègre en permanence les modifications de l'environnement qu'on lui inflige. Et on l'a figuré ici, c'est à la fois l'alimentation, avec tous les additifs qui sont associés à cette alimentation aujourd'hui très industrialisée. Elle est modifiée par le mode d'accouchement, elle est modifiée par les polluants dérivés de notre vie urbanisée, elle est modifiée par les médicaments. Et donc, effectivement, les interactions qui étaient très positives entre ce microbiote intestinal et notre propre organisme sont aujourd'hui en quelque sorte altérées par les modifications du microbiote qui sont infligées par ces modifications de l'environnement. Laurent, peut-être Oui, il y a de très belles études qui montrent l'influence du mode de vie et du régime alimentaire sur le microbiote. Si vous prenez des populations migrantes, c'est-à-dire que vous étudiez des populations qui ont un mode de vie très différent, qui vivent dans des pays où le mode de vie n'est pas industriel, vous étudiez leur microbiote, il est très différent en termes de diversité et d'adaptation au type d'aliments que le nôtre. Mais si par contre vous faites un transfert par une migration, c'est-à-dire qu'il y a des populations, ça a très bien été démontré, pour des populations migrantes qui se sont installées en Occident, eh bien très rapidement, si le régime alimentaire et l'exposition aux polluants est le même, ou aux antibiotiques, eh bien vous allez voir l'acquisition du même microbiote que les personnes qui vivent depuis des années. Donc c'est assez fascinant parce qu'on voit au cours de la vie d'un individu, on peut avoir des changements du microbiote, une adaptation en fait à son environnement, c'est-à-dire qu'il va complètement se modifier. Alors vous aviez peut-être peut-être pour compléter ça, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le microbiote qui s'est modifié sous l'influence de l'industrialisation et des changements de notre alimentation notamment, en fait est un microbiote dont la diversité s'est considérablement réduite et où des espèces qui étaient bénéfiques pour la santé ont tendance à disparaître au profit d'espèces plus pro-inflammatoires ou qui induisent des modifications métaboliques qui favorisent par exemple l'obésité ou le diabète de type 2. Voilà. Donc alors ça nous amène à ce dont nous allons parler maintenant, c'est-à-dire plutôt les pathologies. On voit que finalement ce microbiote, il est très sensible à son environnement, très sensible au changement, capable de s'adapter. Et donc forcément, on arrive à des modifications du microbiote qui peuvent être délétères, c'est-à-dire ce qu'on souvent on appelle une dysbiose, avec on n'a pas la bonne composition du microbiote. Donc là, c'est là que commencent les problèmes, on va dire. Donc souvent, c'est d'abord des maladies inflammatoires au niveau du tube digestif. Peut-être qu'on peut développer effectivement. Ce qu'il faut quand même rester positif, c'est qu'il y a quand même une certaine résilience du microbiote. C'est-à-dire qu'à partir d'une agression, eh bien, si c'est une première agression, vous allez avoir un microbiote qui va revenir à un état antérieur assez rapidement. Si par contre les agressions se multiplient, eh bien effectivement, la dysbiose va s'installer, c'est-à-dire c'est la perte de l'équilibre symbiotique. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'il y a tout un tas de bactéries, de virus et de parasites qui vivent en bonne intelligence dans votre tube digestif. Mais si vous le déséquilibrez, eh bien, il va y avoir des populations qui deviennent majoritaires alors qu'elles étaient minoritaires. Et comme vous venez de le dire, qu'il y a des éléments pro-inflammatoires qui vont s'établir. Et je dirais que l'une des pathologies où la dysbiose est la plus démontrée et le rôle du microbiote, ce sont les maladies inflammatoires au tube digestif, ce qu'on appelle la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn. Mais ce dont il faut garder à l'esprit, c'est que ce n'est pas seulement la dysbiose qui est à l'origine de ces maladies. Souvent, le problème du microbiote n'est qu'un maillon d'une chaîne d'une maladie. Pour les maladies inflammatoires au tube digestif, il faut 3 composantes. Il faut une dysbiose, c'est-à-dire un microbiote qui s'est modifié, une perméabilité intestinale qui est différente et un système immunitaire qui est autoréactif et pour certains cas qui, sous l'ordre de la génétique, c'est-à-dire qu'il y a des profils génétiques particuliers au cours de la maladie de Crohn qui peuvent favoriser la maladie. Donc dire que le microbiote est responsable de tout et que la dysbiose également, c'est probablement pas vrai, et c'est souvent qu'un élément d'un puzzle et de plusieurs facteurs qui aboutissent à l'expression d'une maladie. Oui, le vivant, c'est quand même quelque chose de complexe. On a toujours tendance un peu à le réduire à un élément, là en l'occurrence le microbiote, mais en fait on se rend compte que les interactions sont beaucoup plus complexes. Donc je veux bien qu'on revienne sur la maladie d'Alzheimer et peut-être expliquer un peu quelle est la dynamique, entre guillemets, et les liens qu'on fait entre le microbiote et la maladie d'Alzheimer. Alors,
Comme l'a dit Laurent, en fait, la composition d'un microbiote altéré va influencer la physiologie de son hôte. Ça a été démontré dans le diabète. On peut prendre le microbiote d'une personne diabétique, le transférer à une souris, on va transférer le diabète. Si on prend le microbiote d'une personne obèse, on va quelque part faire grossir la souris en transférant un microbiote obèse à une souris. Et donc, les premières études sur la maladie d'Alzheimer se sont intéressées comme ça au microbiote de modèles transgéniques de maladie d'Alzheimer, et en transférant le microbiote de ces souris Alzheimer à des souris saines, et on a pu montrer qu'on altérait la mémoire de ces animaux. Des études au niveau humain ont montré, alors là c'est très corrélatif, c'est que la composition du microbiote de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer était différente de celle de personnes saines. Mais là, c'est un petit peu compliqué. Parce elle peut avoir un régime alimentaire différent, du coup avoir une influence sur le microbiote. Donc du coup, c'est une corrélation, mais ce n'est pas une causalité. Voilà, par contre, la démonstration chez la souris, elle est quand même assez éloquente, parce qu'on a une souris donc, qui a été modifiée génétiquement pour exprimer les symptômes en gros, de la maladie d'Alzheimer, en l'occurrence la perte de mémoire. Et si on lui transfère... Non, c'est l'inverse. Si on lui transfère son microbiote sur une souris qui n'a pas de microbiote, on retrouve en fait les mêmes symptômes. C'est bien ça. Voilà, on induit des pertes de mémoire. On peut même utiliser des microbiotes, ça c'est ce qui se fait pour essayer de démontrer la causalité chez l'homme, c'est prendre le microbiote d'un patient qui a une pathologie, le mettre chez la souris et éventuellement reproduire la pathologie chez la souris. Voilà. Ou la Voilà, je crois que c'est très important que sur le plan scientifique, ces trois facteurs soient réunis. C'est-à-dire que d'abord, on démontre sur des grandes populations que le microbiote n'est pas le même que celui de la population générale qui n'est pas atteinte, et qu'ensuite, c'est des transferts croisés malades, sains, malades, qui permettent de dire qu'effectivement, il y a un rôle du microbiote. Et ensuite, je dirais que le gold, c'est quand on arrive à démontrer que certains médiateurs produits ont une influence sur la maladie. Voilà. C'est qu'on parle de l'observation d'une population générale où on se dit, effectivement, chez les malades d'Alzheimer, il y a visiblement un problème de microbiote, on le démontre chez l'animal, et après, là, on arrive à avoir les mécanismes même qui permettent de dire, oui, effectivement, c'est bien. Le Graal des mécanismes, c'est le Graal, c'est un Graal, quoi. Donc, il n'est pas encore tout à fait là. Voilà. C'est ça. Mais pour certains nombres de circonstances, on a le mécanisme. L'idée, c'est de tendre vers ça. Donc c'est toujours assez fascinant parce qu'on imagine assez difficilement à quel point une petite population de microbes comme ça peut avoir une influence aussi. Et en tout cas, il y a un rôle absolument clé des métabolites. Ça, pour un certain nombre de circonstances, on sait qu'il y a un certain nombre de ces produits solubles dérivés soit des parois des bactéries, soit de leur métabolisme, soit de la transformation de l'alimentation par les bactéries d'ailleurs, qui a une influence. Ouais. Et c'est à travers ces métabolites qu'effectivement se produisent soit les effets bénéfiques, protecteurs, soit les effets pathogènes. Ouais. Donc c'est bien important de le faire comprendre, c'est que c'est pas de la magie. Hein. Les bactéries produisent des molécules qui vont aller interagir avec des cellules du système nerveux, avec des neurones, etc. Et c'est ce qui peut être délétère. Alors il y a un sujet qui est assez polémique, hein, Laurent en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'influence du microbiote sur le spectre autistique. Parce qu'il y a un peu des études contradictoires là-dessus. Il y en a qui semblent montrer une influence, d'autres non. Donc c'est un gros sujet de débat aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, il faut être prudent parce qu'il ne faut pas donner de faux espoirs qui ne sont pas une réalité scientifique. Tout est parti d'une étude, effectivement, qui montrait que la transmission de microbiote fécal chez des adolescents de spectre autistique avait un effet bénéfique. Sauf que cette étude a été très controversée. Pourquoi ? Parce que, par exemple, dans le groupe, il y avait la prise d'inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont des médicaments que vous prenez probablement dans cette salle. Il y en a 6 millions qui en prennent en France, donc il doit y en avoir, qui diminuent l'acidité gastrique et donc qui calment les douleurs abdominales. Et effectivement, si vous faites une transfusion de microbiote fécal et que vous donnez des inhibiteurs de la pompe à protons, eh bien, vous traitez l'irritation de l'estomac et vous pouvez avoir une amélioration des scores du spectre autistique lié non pas à la transfusion de microbiote fécal, mais aux médicaments que vous avez coprescrits au cours de la TMF. Par contre, il y a des études chez l'animal qui montrent effectivement, notamment ces souris de spectre autistique, que le rôle du microbiote de la mère sur les souriceaux à naître sont
important et qu'il y a effectivement un rôle intestin-cerveau qui peut passer par le microbiote et par l'interleukine 17, qui est une molécule inflammatoire qui a une activité au niveau du cerveau. Donc il y a des études en cours, mais dire qu'on guérit l'autisme avec la transfusion de microbiote fécal, c'est totalement faux et on est très loin de ça. Voilà, c'est très préliminaire, ça reste une piste en fait qu'on explore, mais oui, c'est Philippe peut-être. Oui, parce que l'étude dont parlait Laurent, en plus, les adolescents qui avaient été choisis avaient été sélectionnés pour avoir des troubles gastro-intestinaux. Donc, c'était des personnes atteintes du syndrome du trouble autistique, mais qui avaient en plus une catégorie de syndromes intestinaux. Donc, c'était pas une population générale. Donc, il y a un petit biais de sélection déjà. Voilà, il y avait vraiment une sélection. Donc, cette étude on s'attend quand même à des gens qui ont biais. des troubles intestinaux, on s'attend à ce qu'ils aient aussi un microbiote un petit peu différent, quoi. Il y a un petit peu. Je pense qu'il faut ajouter que chez des sujets en grande détresse, l'alimentation est particulièrement perturbée et donc il est difficile de savoir où est l'œuf et où est la poule. En fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre aussi à ce que dans le cadre du syndrome autistique, les personnes aient un régime alimentaire un peu particulier, un peu différent, parce que malheureusement dans ce domaine-là, il y a beaucoup de gens qui profitent un petit peu de cette situation et proposent des solutions un peu illusoires, quoi. Et notamment autour de l'alimentation. On va en venir on a parlé des maladies, on va en venir au traitement et aux thérapies. Donc là aussi, c'est un vaste domaine qui s'ouvre. Je veux bien qu'on commence par peut-être la plus, on peut le dire, spectaculaire. Est-ce qu'on va peut-être vous préparer au sujet ? Ça s'appelle la transplantation de microbiote fécal. Donc on a déjà une petite idée du sujet. Alors je crois qu'il y a, voilà. Alors, Laurent, est-ce que vous pouvez expliquer la transplantation de microbiote fécal, c'est considéré en France comme un médicament. Ça va dériver vers ce qu'on appelle les SO, c'est-à-dire Substance of Human Origin, c'est-à-dire des substances d'origine humaine comme le lait maternel, comme les gamètes, comme tout un tas de choses. Et actuellement en France, on utilise la transplantation de microbiote fécal pour traiter des infections par un germe particulier qui s'appelle Clostridium difficile, qui est un germe qui donne des pathologies digestives. C'est la seule indication reconnue en France par l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Comment on procède ? Eh bien, d'abord, il faut sélectionner un donneur. Et quand on parle de donneur, c'est un donneur sain qui a toutes les catégories qui coche les bonnes cases, savoir qu'il est ni trop gros ni trop maigre, qu'il ne prend aucun médicament et dont on a fait tous les tests possibles à la fois dans le sang comme pour un don de sang, mais également dans les selles, pour dire qu'il ne présente aucune infection par un pathogène. C'est une sélection très très rigoureuse. Oui, c'est-à-dire que pour un donneur sélectionné, il en faut 10 qui ne passent pas, je dirais, les tests. Avec ensuite une préparation des selles, qui sont, je vous passe les détails, homogénéisés, filtrés, etc., pour arriver à un produit final qui est congelé, donc on le congèle à moins 80, ce qui fait qu'on a une banque qui est au congélateur à moins 80, et quand on souhaite faire une transplantation de microbiote fécal, on décongèle et ça perd cette couleur et cette consistance. À savoir que pendant 20 minutes, ça n'a pas d'odeur parce que ça a été dégazéifié. Et donc, c'est ce que l'on administre au patient. Diapositive suivante. Je crois qu'il y a une diapositive juste après. Voilà, donc plusieurs formes possibles. Soit par une sonde nasogéjunale, une sonde qu'on met dans le tube digestif, soit par lavement, par le bas, soit par gélule. Les gélules, c'est plus récent hein, comme pratique. Oui, c'est plus complexe pour le pharmacien, puisque, comme c'est un médicament, c'est validé par le pharmacien. Donc, la mettre en gélule, c'est plus compliqué, mais c'est techniquement tout à fait possible. Donc, je résume. On est sur donc l'indication aujourd'hui, c'est le Clostridium difficile. Donc des personnes qui ont une pathologie qui peut être assez sévère. Est-ce que je peux ajouter là, toute petite chose parce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'une des fonctions extrêmement bénéfiques pour nous du microbiote intestinal, c'est que comme c'est de très nombreuses bactéries, elles occupent toutes les niches métaboliques dans l'intestin et elles empêchent les pathogènes d'entrer. Et le Clostridium difficile, c'est l'exemple. Généralement, ça survient après des antibiothérapies où justement on a vidé plein de niches et donc on a permis à ce pathogène de s'installer. Et donc, la transplantation intestinale, dans ce cas particulier, va re-remplir les niches métaboliques et rétablir l'effet de barrière de la flore en éliminant ce Clostridium. C'est-à-dire que là, le Clostridium a été un opportuniste. C'est un opportuniste qui a profité du fait qu'on est vidé avec les niches métaboliques. On a fait un traitement antibiotique, on a séparé, on a supprimé ses concurrents habituels, et il s'est retrouvé sur un boulevard et il a pu prendre un peu le dessus. Tout à fait.
Tout à fait. Voilà. Donc, je résume. Est-ce que c'est nécessaire? Mais on est donc. L'idée, c'est de restaurer un microbiote fonctionnel et sain. Et donc, c'est à partir de selles de donneurs extrêmement rigoureusement sélectionnés qu'on le réinjecte dans le tube digestif du patient. Voilà. Alors après, ça pose d'autres questions. Premièrement, qu'est-ce qu'un bon donneur? Est-ce qu'un bon donneur pour une maladie X est un bon donneur pour une maladie Y? Si on prend les études qui sont parues, bon, il y a le Clostridium, mais il y a également des études sur les maladies inflammatoires au tube digestif. On s'aperçoit que, dans des grandes publications, qu'il y a un effet donneur. C'est-à-dire que tous les donneurs n'ont pas la même efficacité sur le pronostic de la rectocolite hémorragique lorsque on utilise ce traitement en lavement. Et les études ont montré que, effectivement, vous aviez des gens chez qui ça marchait très bien, et quand on regardait leur donneur, c'était le même donneur. Alors que pour d'autres, ça ne marchait pas, et ils avaient eu un donneur qui n'était pas dans la même catégorie. Pour les troubles fonctionnels intestinaux, ce qu'on appelle les colopathes, eh bien là aussi, il y a des études discordantes. Vous avez des études où ça ne marche pas, et puis après, vous avez une étude qui est parue, où vous avez manifestement un super donneur qui, lui, avait manifestement un microbiote qui était différent des autres études, et pour qui tous les receveurs, puisque c'est un donneur unique, eh bien, avaient un effet bénéfique de leur pathologie, le trouble fonctionnel intestinal. Donc, il y a un effet donneur. Il y a aussi le problème de la durabilité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une résilience, c'est-à-dire que votre microbiote, lorsque vous le modifiez, il a tendance à revenir à son état antérieur. Et dans les maladies chroniques, ce n'est pas une seule transplantation de microbiote fécal qui va guérir le patient ou qui va améliorer son pronostic. Dans le Clostridium, c'est différent, comme vous venez de le dire, où là, c'est une niche qui s'est constituée et effectivement, là, c'est un seul traitement. Mais dans des maladies chroniques, probablement que ce seraient des traitements au long cours. Ce qui pose le problème, puisque vous voyez bien que cette technique est quand même assez artisanale et qu'il faudrait d'autres thérapeutiques se penchant sur le microbiote et son dérivant pour pouvoir être donné de manière plus large. Bon, on y vient justement parce que en fait, finalement, cette idée de manipuler le microbiote pour justement le restaurer et donc essayer de conférer à la personne un microbiote sain, d'ailleurs ce qui est assez difficile à définir, je crois qu'on ne sait pas aujourd'hui ce que c'est qu'un bon microbiote, hein. Mais ceci dit, ça n'empêche pas les chercheurs aujourd'hui d'essayer de trouver d'autres solutions pour moduler ou modifier ces microbiotes. Donc microbiote, on parle de prébiotiques, de probiotiques, de consortium, même de consortium bactérien, d'un ensemble. Alors, est-ce qu'on peut expliquer tout ça? Les prébiotiques, les probiotiques, les consortiums bactériens. Nadine peut-être, ou alors Sylvie? Comme vous l'avez bien compris, quand on sélectionne un donneur, il va y avoir plein de tests, mais on va rechercher des pathogènes qu'on connaît. Il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas qu'on veut revenir à quelque chose qui soit plus contrôlé. Donc on va essayer de donner des bactéries individuelles qui ont un effet bénéfique, et donc des bactéries vivantes, ça va être les probiotiques, où on va donner des prébiotiques, de la nourriture pour les bactéries, ou on peut donner parce qu'une bactérie toute seule, elle n'aura pas vraiment un effet en elle-même, donc on va donner des consortiums bactériens, des bactéries qui s'entraident les unes les autres et qui auront un effet plus bénéfique. Et après, il y a les symbiotiques. Je te laisse, Nadine. Effectivement, on peut ensuite. C'est compliqué d'installer dans un intestin qui a un écosystème très compliqué. C'est compliqué d'installer n'importe quelle bactérie dans cet intestin. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et donc on peut installer un symbiotique qui est éventuellement la bactérie et éventuellement des métabolites qui l'aident à s'installer. C'est aussi pour ça qu'on utilise éventuellement des prébiotiques qui peuvent aussi peut-être aider le probiotique à s'installer. Le prébiotique, c'est souvent quelque chose qui effectivement nourrit la bactérie d'intérêt qu'on veut installer. On peut aussi, alors c'est une autre chose qui est en cours, c'est éventuellement d'éliminer spécifiquement la bactérie qui est ennuyeuse ou la bactérie pro-inflammatoire par exemple, et c'est d'utiliser des phages, donc des virus de bactéries pour aller éliminer les bactéries. Mais c'est pas encore une technique qu'on maîtrise complètement. Ça c'est intéressant parce que c'est une très vieille technique qui a été un peu abandonnée et qui semble un peu retrouver de l'intérêt. Donc juste qu'on explique un peu ce que c'est. Donc c'est des bactériophages, donc c'est des virus qui viennent infecter les bactéries elles-mêmes, et donc l'idée c'est de cibler la bactérie qu'on veut éliminer. Quoi. Alors certains de ces phages ont effectivement des récepteurs spécifiques de certaines bactéries, et donc il y a une certaine spécificité. Néanmoins, cette spécificité, elle est quand même
pas aussi spécifique que ça, donc c'est pas si facile que ça à maîtriser, mais c'est un des aspects possibles. Et puis, j'ai oublié peut-être les postbiotiques, qui sont effectivement de se dire, finalement, puisque les bactéries agissent à travers ces produits solubles métabolites, d'aller donner directement le métabolite dont on sait qu'il est bénéfique. Ouais. Voilà. Alors, pour résumer, l'idée, c'est qu'on veut manipuler le microbiote, le restaurer. Donc, soit on agit en lui donnant la bonne nourriture, celle qui va favoriser les bons microbes, soit on lui ajoute le bon microbe dont on sait qu'il a une fonction qui nous intéresse et qu'on voudrait rajouter dans l'intestin, soit on ajoute un ensemble de microbes, donc ça c'est les consortiums en fait, soit on essaie de détruire celui qui est nuisible grâce à des virus. Donc là on fait pénétrer un virus dans l'intestin. On peut peut-être aller à la diapositive suivante, ouais. Parce que je trouve que... Alors, donc celle d'après... Ouais. Celle d'après... Alors on va la trouver. Voilà, c'est celle-là. Celle-ci. Il est vraiment important de se dire que même si on a trouvé une intervention qui est bénéfique, cette intervention va dépendre de la composition du microbiote de la personne qu'on va vouloir soigner. Donc là, vous avez un exemple avec cette diapositive. Les champs sont censés représenter 3 microbiotes différents. Un microbiote altéré, c'est le champ desséché, un microbiote en bonne santé et un autre microbiote altéré, mais d'une autre façon. Et la même intervention, ici, la pluie, on voit bien, elle ne va pas avoir le même effet. Et là, c'est vraiment un élément clé à comprendre, c'est que ça va être très compliqué de moduler le microbiote parce qu'il faudra vraiment tenir compte de l'état initial du microbiote de la personne à traiter. Et puis de l'environnement dans lequel il va évoluer aussi, donc ça va avoir une influence considérable. Alors du coup, on entend souvent parler des compléments alimentaires justement qui sont là pour rééquilibrer, pour traiter les dysbioses, etc., qu'on vend en pharmacie de manière assez libre. Je crois qu'on ne peut pas dire grand-chose de l'efficacité de ces produits-là. Laurent ou Nadine. Le meilleur prébiotique, ça reste une alimentation équilibrée. Donc après, prendre des compléments alimentaires alors que vous pouvez faire la même chose en ayant un régime méditerranéen qui est celui qui a été démontré comme étant le plus favorable, je crois que manger sainement est probablement ce qui sera le plus économe pour vous. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas de compléments alimentaires qui ont fait la preuve de leur efficacité pour ce qui est du microbiote intestinal, quoi. En tout cas, pas à ma connaissance. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas forcément intéressant d'aller acheter des produits en pharmacie qui coûtent extrêmement cher et qui vont finir dans les toilettes, finalement, pas grand-chose, quoi. Et donc, finalement, on ne maîtrise pas non plus l'effet, parce qu'on a vu que beaucoup de ce qu'on administre à notre microbiote a des effets. Et comme l'a très bien dit et illustré Sylvie, on est aujourd'hui assez sûr que les effets sont quand même variables selon la nature du microbiote et l'écosystème où ces produits entrent. Et c'est l'exemple, par exemple, pour les fibres, dans un certain nombre de modèles expérimentaux, certaines fibres peuvent avoir un effet extrêmement bénéfique, mais dans un autre contexte, elles aggravent la pathologie. Donc je pense qu'il faut être prudent. C'est jamais anodin, en fait, quand on essaie. C'est jamais anodin. Et en fait, c'est vrai que revenir à un régime alors méditerranéen ou de type méditerranéen et très diversifié, enrichi en fruits et en légumes et appauvri en sucre et en graisse, et probablement réapprendre à cuisiner, probablement se réapproprier une nourriture comme il était il y a 50 ou 60. Voilà. On va parler de tout ça, mais juste avant, j'aimerais aussi qu'on alerte un peu les gens. Donc, on a parlé de ces compléments alimentaires qui ne sont pas très utiles. Et sur le microbiote, qui est devenu un sujet extrêmement populaire, qui préoccupe beaucoup les gens, on a aussi beaucoup de charlatans qui ont prospéré. Et donc, alors, justement, nous, au Point, on avait fait une enquête sur le microbiote, où on montrait qu'il existait, par exemple, des cliniques en Angleterre qui vous faisaient ce qu'on a vu tout à l'heure avec les transplantations fécales. Je crois que c'était pour un montant de 7 000 euros. 7 000 euros. On a aussi le cas d'un commerce de sel. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il existe une banque de sel. C'est-à-dire qu'il y a des donneurs qui font un petit peu d'argent avec ça, qui vendent leurs crottes sur Internet en donnant toutes leurs caractéristiques. C'est-à-dire que je fume pas, je bois pas, je mange sain. Donc ma crotte, elle est super performante et ils la vendent dans les $200. Donc ça, c'est vraiment la crotte de qualité. Donc en fait, tout ça, ça. Oui, ça fait sourire, mais c'est pas anodin parce qu'on vient de le dire, on peut avoir des conséquences terribles. Il y a une firme aux États-Unis qui effectivement contrôlait la transplantation microfécale qui s'appelait Opambion. Opambion a depuis 15 jours donc arrêté son activité. Pourquoi ? Parce que il y a des consortiums bactériens effectivement
qui sont apparus et qui font qu'il y a probablement une piste sur les Consortium qui sont plus, je dirais, plus standardisées que la transmission fécale, mais en sachant que dans toute activité, eh bien, il y a des processus parallèles qui se mettent en place et effectivement d'autres qui apparaissent, qui remplacent ceux qui ont disparu, comme le microbiote qui disparaît lorsque les conditions ne sont pas favorables. Mais donc il faut vraiment oublier l'idée, parce que ça se fait aussi, des gens qui recherchent, donc qui ont des problèmes intestinaux, qui recherchent dans leur environnement une personne qui fume pas, qui boit pas, qui est en bonne santé visiblement. Mais ça se fait vraiment, hein. C'est-à-dire il y a sur Facebook, vous retrouvez des gens qui demandent à échanger leur sel, même en France, hein. Et donc ils vont se faire maison une préparation de transplantation fécale en espérant avoir une amélioration. Donc tout ça, il faut vraiment bien alerter là-dessus. Quelque part, ça rappelle un tout petit peu les problèmes liés à la transfusion sanguine, où d'ailleurs, il était strictement interdit, et je crois qu'il est toujours strictement interdit. On fait des dons anonymes extrêmement vérifiés pour éviter toute transmission de virus ou de maladies qui seraient. Donc je pense que c'est quelque chose de vraiment important. Donc, il y a une réglementation européenne qui est actuellement maintenant publiée et qui s'imposera, puisqu'il n'y a pas de subsidiarité dans ce domaine, et qui s'imposera à la France et qui, je dirais, cadre vraiment le don de sel, comme le don de gamètes, comme le don de sang, comme le don d'organes. Et je crois qu'il faudra respecter cette législation qui n'est pas encore tout à fait la même en France, mais qui devra être respectée. Sylvie. Oui, et après, il y a des sociétés qui commencent à développer des produits pour la transplantation fécale. Nous avons le cas en France d'une société qui s'appelle MAT Pharma, qui développe justement un médicament, quelque part, qui est extrêmement bien contrôlé et qui fait des essais cliniques sérieux, randomisés, en double aveugle, pour démontrer que le médicament a une efficacité dans des pathologies très ciblées. Et là, c'est peut-être d'ailleurs les petites pilules qu'on voyait tout à l'heure, non? Je ne sais pas si c'est du MAT Pharma. Non, MAT Pharma, c'est des solutions. Alors, MAT Pharma, je serais moins favorable. MAT Pharma développe, c'est une start-up lyonnaise, développe donc son activité dans la GVH, puisqu'ils ont eu... donc la GVH, c'est la maladie du rejet. Pardon, oui, c'est une pathologie qui se voit après le traitement de certaines maladies hématologiques par greffe de moelle, et donc a eu une dérogation pour l'utiliser dans cette indication. Ça coûte 20 ou 30 000 euros. Donc... il y a des pistes, il y a effectivement tout un tas de choses qui sont possibles. Et nous, on a un groupe français qui est le groupe français de transplantation microbiote fécale, qui est un groupe académique où il y a des gens de toute la France qui travaillent dans les hôpitaux et dans les CHU et qui, je dirais, essayent de cadrer la prescription et l'utilisation avec des réunions de concertation, puisque je vous ai dit que c'était le Clostridium qui était la pathologie phare traitée par cette technique, mais qu'il y a parfois des clauses dérogatoires, par exemple pour des colonisations bactériennes. Vous avez des patients en réanimation qui ont eu beaucoup d'antibiotiques et qui ont sélectionné une bactérie multirésistante et qui pose certaines difficultés. Ça peut être une indication. Alors, justement, je pense qu'à mon avis, on va avoir beaucoup de questions dans la salle sur ce sujet-là. On peut peut-être passer aux questions, parce que c'est vraiment un sujet qui passionne. Avec grand plaisir. Donc, levez la main. Effectivement, beaucoup de mains se lèvent. Peut-être donc au deuxième rang pour commencer. Et ensuite, nous prendrons d'autres questions, des questions courtes, s'il vous plaît, ce qui permettra au plus grand nombre de s'exprimer. On vous écoute. Il semblerait que le microbiote soit différent entre les régions, donc entre le Japon et l'Europe, par exemple. Est-ce que c'est dû à la génétique? Est-ce que c'est dû à l'alimentation? Est-ce que c'est dû au mode de vie? Ou un mélange de tout ça? Merci pour cette question. Je pense que c'est largement lié à l'alimentation. Il y a eu un papier très emblématique, un article très emblématique dans Nature il y a quelques années qui montrait que les Japonais avaient une bactérie qui leur permettait de digérer les algues. Évidemment, c'est lié au fait que leur alimentation se sert d'algues, ce que nous faisons assez peu. Alors, on verra bien ce qui se passera le jour où on aura ajouté les algues à notre alimentation. Je pense que c'est très largement lié à notre alimentation. Tout à fait. Vous avez une très belle étude italienne. Vous prenez des populations du Burkina Faso, mais dans une région très reculée du Burkina Faso, qui a une alimentation très particulière, qui est très proche de celle que nous avions il y a 1000 ans en France.
Et vous prenez des sujets italiens qui, comme tout le monde le sait, mangent que des pizzas et des pâtes à la bolognaise. Eh bien, vous voyez que le microbiote est totalement adapté au mode alimentaire pour produire le maximum de calories par rapport à son type d'alimentation. Mais bien sûr, si un patient burkinabé vient en France, et au bout de 10 ans, il va avoir le même microbiote que le microbiote local. On pourrait ajouter à ça la magnifique étude qui a été faite, qui est la première étude du genre qui est parue en 2012 du groupe de Gordon, aussi dans Nature, qui montrait qu'en fait, il comparait la composition du microbiote sur les grands plateaux africains et dans des régions d'Amérique centrale, qui étaient deux populations qui vivaient dans des conditions qui étaient des conditions en gros ancestrales, comparé à un microbiote américain, qui était donc l'archétype du microbiote des pays industrialisés, et qui montrait qu'il y avait une convergence entre le microbiote des Africains et des gens d'Amérique centrale, qui divergeait complètement du microbiote d'Amérique, enfin des États-Unis. Donc l'alimentation joue un rôle clé. Merci beaucoup. Une autre question? On vous écoute, madame, au troisième rang, s'il vous plaît. Le micro arrive, voilà. Merci. On a vu avec la diapositive les 3 microbiotes différentes, la sécheresse, machin. Comment savoir notre microbiote, ce dont il a besoin? On peut faire des analyses, des recherches. Justement, c'est un sujet intéressant, Laurent, on peut en parler. Absolument. Donc, merci pour cette question. Là, c'est un sujet extrêmement périlleux parce que, effectivement, vous avez tout un tas de laboratoires de biologie en Suisse, à Barcelone, qui, moyennant à peu près entre 400 et 800 euros, vous feront une analyse de votre microbiote, en vous donnant beaucoup de schémas, beaucoup de bactéries prévalentes, de variations par rapport à la population, etc., mais dont on ne tire rien. Donc, il n'est pas, à l'heure actuelle, admis et recommandé de faire une analyse du microbiote parce qu'on ne sait pas l'interpréter, parce qu'on ne sait pas ce qu'est un microbiote réellement sain. Et dire qu'à partir d'une analyse de sel, on va pouvoir vous dépister une maladie, non, c'est faux, et que l'on va pouvoir vous corriger par l'apport de bactéries particulières ou bien d'un régime alimentaire particulier ou de compléments alimentaires fort coûteux, puisque très généralement ils couplent. C'est-à-dire je vous fais l'analyse et puis ensuite je vous propose les compléments alimentaires, donc vous passez 2 fois à la caisse. Merci. Alors monsieur, on vous écoute pour votre question. Microbiote et sarcopénie. Question courte, effectivement. La sarcopénie, donc, pour les non-spécialistes, oui, c'est la perte de la masse musculaire liée au vieillissement. Si c'est ça votre question. Quel lien, donc? Alors, là, on parle plutôt du vieillissement. C'est-à-dire qu'effectivement, la sarcopénie, elle est physiologique. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus la sarcopénie arrive. Alors, le microbiote intervient, mais ce n'est probablement pas l'élément moteur et majeur. Par contre, ce que l'on sait, c'est que quand on a 70 ans et moins de 70 ans, il vaut mieux être mince, mais qu'il vaut mieux, à partir de 70 ans, avoir un certain bon point. Très bien, merci beaucoup pour cette précision. Qui a le micro? Oui, on vous écoute, madame. Est-ce que le syndrome du côlon irritable peut être imputable à une dysbiose du microbiote? Et comment trouver, parmi la pharmacopée actuelle, le meilleur probiotique adapté à cette pathologie? Parce qu'il y a une telle diversité que c'est très difficile de choisir. De s'y retrouver. Merci, de s'y retrouver. Alors, vous avez effectivement, beaucoup de personnes dans le monde sont atteintes de ce syndrome du côlon irritable, dont on ne meurt pas, mais qui, au quotidien, peut effectivement poser quelques problèmes. Alors, les études sont divergentes. Vous avez des études qui montrent que ça ne sert à rien, d'autres qui montrent que c'est très favorable. Vous avez notamment une étude en Goethe qui montrait que, effectivement, on pouvait corriger. Donc, il est très probable quand même que le microbiote intervienne dans cette pathologie. Et actuellement, vous avez un essai thérapeutique qui va débuter, qui est coordonné par Jean-Marc Sabaté à Avicenne, à la PHP, qui va effectivement faire une étude en France sur cette pathologie. Alors après, il a été dans des courtes séries montré que certains probiotiques pouvaient avoir un effet favorable sur le syndrome du côlon irritable. Là encore, probablement, dans la mesure où on s'aperçoit de plus en plus que les effets de telle ou telle bactérie sont contexte dépendants, il est aussi possible que ce ne soit pas évident de pouvoir déterminer chez une personne donnée quel va être le probiotique. Donc je pense que là aussi, il y a une grande prudence qui
qui est nécessaire. Très bien, merci beaucoup. On vous applaudit tous les trois. Merci beaucoup, Olivier. Désolé. Et donc, on se retrouve dans quelques minutes pour notre prochaine conférence qui va être consacrée donc, aux personnes qui vivent avec le diabète et qui vivent une nouvelle vie grâce à la tech. Donc, un nouvel échange tout à fait passionnant. À tout de suite. Merci à vous.